Merci à tous pour votre présence aujourd'hui à notre premier webinaire organisé par Casbah directement. Euh, il y aura une série de webinaires qui va avoir lieu. Aujourd'hui, on traite la rénovation énergétique des passoires énergétiques, donc les logements qui sont classés E, F, G. On traitera par la suite les monopropriétés, les copropriétés. Et après, on évoluera aussi en fonction de vos besoins et de vos remarques. Donc aujourd'hui, euh, donc je me présente, pardon, Stéphane Poulain pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur général délégué chez Casbah, et je suis accompagné de Théo Houdan aujourd'hui. Théo Houdan, du coup, directeur des opérations. Et puis, ravi de rencontrer ceux avec lesquels on n'a pas l'habitude de discuter. Et je te laisse poursuivre, Stéphane. On va faire une très rapide présentation de Casbah pour ceux qui ne connaissent pas. On a vu dans les invitations que beaucoup de nos clients sont là et on est très heureux de vous avoir et d'autres personnes aussi. Donc on va faire très rapidement ce qu'on propose. Casbah, on a un bureau d'études spécialisé dans la rénovation énergétique et on travaille aux côtés des professionnels de l'immobilier. Donc c'est tout ce qui est les syndics, les administrateurs de biens, les agents immobiliers. Et du coup, on a une gamme de services qui couvre un peu ces segments. On parle de la rénoloc, donc tout ce qui est la rénovation pour les propriétaires bailleurs, avec des DPE projetés, des accompagnements travaux beaucoup plus poussés. On va jusqu'à la garantie d'étiquette DPE après travaux. On travaille aussi sur la monopropriété avec du DPE collectif réglementaire, de l'audit énergétique hybride, et on va aussi sur des travaux avec certaines offres de type IATOU. La copro depuis peu, où on se diversifie. On va sur les projets de plans pluriannuels de travaux, audit énergétique bien évidemment, et aussi travaux. Et on a une branche qui est sur Buy Rénov. On va faire un tout petit crochet pour vous présenter ce service de sensibilisation des propriétaires bailleurs et des locataires, qui est un programme C2E. On y reviendra par la suite. En termes de référence, Casbah, c'est un bureau d'études qui a été créé en 2018. On travaille avec environ un peu plus de 200 agences, 250 agences partout en France, principalement avec le réseau Evoriel, donc l'ami Aurelia, vous êtes nombreux présents aujourd'hui. On a des agences aussi sur Paris, Bordeaux, Lyon, de type ERA, l'adresse, Citia. On travaille aussi avec Habitat Humanisme sur Paris pour de la rénovation énergétique d'appartements pour leurs propriétaires. Et on a aussi quelques références de type grand compte, Clésia, sur des patrimoines d'immeubles. Donc là, on parle d'une quinzaine d'immeubles à rénover, donc des études assez ambitieuses, des études aussi qui sont en cours avec RIVP, qui est le plus gros bailleur social de Paris avec plus de 1000 immeubles. Où là, on travaille sur des stratégies de rénovation énergétique à grande échelle, parce que rénover un logement, c'est relativement simple. Rénover 1000 immeubles, c'est pas le même challenge et on les accompagne dans ce type d'études. En termes de grands comptes aussi, on travaille avec AXA et la BNP de manière assez intense. Voilà. En termes, donc ça, c'est les grandes marques, nos grands clients, mais ça représente quand même plus de 1300 professionnels avec qui on travaille vraiment au quotidien. Donc, on considère clairement pas les professionnels immobiliers comme des clients, mais plutôt comme des partenaires. Et on essaie au maximum de travailler aux côtés, de former et de participer. Ça représente environ 1400 projets à titre individuel ont été réalisés et plus de 200 propriétaires d'immeubles qui sont suivis actuellement. Et cette année, il y en a aussi un certain nombre important qui va faire augmenter ce chiffre-là. Euh, Aujourd'hui, on a voulu vous faire un webinaire très opérationnel par rapport aux logements qui sont classés G, donc les plus urgents. Je pense que la loi climat et résilience, elle est vraiment maîtrisée par tout le monde. C'est un peu le caillou dans la chaussure pour vos métiers, et ce qui est normal. Et elle a déjà commencé en 2022 avec le gel des loyers pour les logements classés F et G. S'en est suivi en 2023 l'obligation de réaliser des audits énergétiques sur les logements F et G en maison lors des ventes. Donc, c'était vraiment les premières contraintes sur les G un peu plus lourdes en termes de rénovation, avec l'obligation d'avoir un carnet d'information du logement pour les travaux de rénovation énergétique dans le cadre de vente. Et en 2025, c'est là où ça commence, et on y est, on est complètement dedans, c'est l'interdiction de mise en location des G. On verra les volumes juste après, ce que ça représente, mais c'est des volumes assez conséquents de logements et avec des conséquences derrière sur les locataires ou ceux qui vont loger, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les propriétaires et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour vous aider, vous, dans ces situations-là.
2025, c'est aussi une nouvelle échéance sur l'audit énergétique obligatoire pour les ventes de maisons individuelles, les E. C'est quand même environ 15% du marché de la vente. Donc c'est des volumes qui sont assez conséquents et pour l'instant la filière elle n'est pas forcément extrêmement bien structurée sur la réalisation d'audit énergétique. Avant c'était des diagnostiqueurs qui faisaient ça. Maintenant on est un peu entre deux. On pourra en discuter par la suite si vous le souhaitez. Et il y a d'autres échéances. Bon, c'est pas très important de s'attarder tout de suite sur les F en 2028 et les E en 2034. Néanmoins, quand on verra les chiffres, on peut y passer tout de suite. On se rend compte que les volumes à traiter sont gigantesques et on se rend compte que bah, là, effectivement, il y a une interdiction de louer des G dès maintenant, en 2025. Sur le parc locatif privé français, ça représente 650 000 logements. 650 000 logements qu'il faut rénover en théorie cette année. C'est colossal par rapport à un volume d'affaires habituel chez les entreprises de travaux, où ils ont leurs carnets de commandes qui sont déjà remplis, et donc il faut anticiper et commencer à activer là-dessus. En 2028, il faudra rajouter 850 000 F à cela, et en 2034, 1,8 million de E. C'est des volumes qui sont vraiment gigantesques, et le titre du webinaire, c'est galère ou mine d'or. Clairement, aujourd'hui, c'est les G qui peuvent être considérés comme une galère. Ça va durer quelques années. Je pense que pendant 3 ans, le temps de traiter les G, cette galère, elle n'est pas prête de s'arrêter. En tout cas, il y a vraiment une dynamique qui est en route. Et il faut compter que sur les 10 prochaines années, il va y avoir un volume colossal à traiter. Les logements qu'on vous a affichés là sur le parc locatif privé, euh, ça représente environ 25% du parc global en logement. C'est-à-dire que sur 100 logements, il y en a 25 qui sont loués. Donc ça vous donne des ordres de grandeur. En termes de statistiques aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est la répartition entre administrateurs de biens et gestionnaires de biens et propriétaires qui gèrent leur logement directement. Sur les 650 000 logements classés G à rénover à partir de maintenant, il y en a environ un tiers qui est géré par les administrateurs de biens. Donc, on va dire que l'ensemble des portefeuilles des professionnels de l'immobilier, c'est environ 200 000 logements qui sont à traiter là cette année. Donc maintenant, là on a planté un peu le décor. Donc ça c'est on va dire la théorie. Dans la pratique, c'est un logement classé G, ça a quand même des incidences pour les locataires, pour les propriétaires et pour les administrateurs de biens. Alors on en a listé quelques-unes, on va pas toutes les faire. Il y en a énormément. On a essayé de prendre les grandes lignes. Par exemple sur les locataires. Clairement, être locataire d'une passoire énergétique, donc là on est sur un G, c'est avoir une facture concrètement d'énergie 2 fois supérieure à ce qu'on devrait payer normalement. Pour un logement, on va dire standard d'une maison, alors je sais que c'est pas représentatif forcément de votre portefeuille, mais on est à peu près sur 1 000 euros de facture de chauffage par an, ben un G va payer 2 000 euros. Ce 2 000 euros, clairement, c'est une charge pour le locataire. Donc, qui dit charge, qui dit perte de revenus, et donc perte de pouvoir d'achat. Et donc, finalement, c'est des biens qui sont forcément moins attractifs sur le marché, bah, parce on va dépenser de l'argent simplement pour avoir une même température. Et on est aussi sur des logements qui sont moins confortables. On entend souvent que bah, la rénovation énergétique, c'est les factures, oui, mais c'est aussi le bien-être à l'intérieur du logement. Qui dit bien-être dit turnover, dit des locataires qui restent, mais aussi des problèmes de santé. Quand on est sur un logement passoire énergétique, on est sur des murs qui sont pas du tout isolés, des simples vitrages, ça donne des parois froides. Donc en fait, on a la fameuse température de ressenti qui est très désagréable et on a un écart de température entre l'intérieur et l'extérieur et du coup on se sent pas bien. On a des courants d'air qui peuvent nous rendre malades. On a aussi des problèmes d'humidité. Dès l'instant, on va commencer à faire bouillir de l'eau pour à manger ou prendre une douche tout simplement. Le fait d'avoir des parois froides ou en tout cas une mauvaise isolation, ça crée des problèmes de condensation. L'eau va aller condenser sur les parois les plus froides, c'est ce qu'on voit sur un miroir, mais on le voit aussi sur des angles de murs au plafond, sur des murs pignons, et dès qu'il y a de l'humidité qui se colle sur les murs, et ces condensations, ça peut générer des moisissures, des champignons. Bien évidemment, c'est pas du tout agréable à voir ça sur un mur, et ça pose aussi des problèmes de santé par la suite. Donc clairement,
les passoires énergétiques, même si elles peuvent être dans certains cas, et il y a des appartements parisiens qu'on a visités qui sont magnifiques, peuvent être très beaux, il y a quand même des ressentis, comme les êtres humains qui vivent à l'intérieur ne se sentent pas forcément bien, au-delà des charges. Pour les propriétaires, avoir une passoire, c'est pas non plus le luxe, parce que clairement, c'est un investissement. Ils ont dépensé des sommes assez importantes. Les statistiques disent que 2 tiers des propriétaires ne sont pas forcément héritiers, c'est-à-dire qu'ils ont acheté leurs biens pour faire du locatif. Donc, ces 2 tiers de vos clients ont investi de l'argent pour qu'ils aient un rendement qu'ils attendent pour le futur, pour leurs enfants, pour leur retraite. Et avoir un logement en G, ça veut dire que ce rendement va s'arrêter. Et donc, on a aussi une décote qui intervient sur ces biens. Donc, au-delà que tous les mois, de l'argent ne rentre plus, ces biens perdent aussi de la valeur. On le verra par la suite. C'est la fameuse valeur brune. On a des coûts importants. Donc, ils ont investi, ça rapporte pas d'argent. Et en plus de ça, l'investissement perd de la valeur. Et en plus de ça, ils vont devoir rajouter, investir encore plus pour que les rendements repartent. Et clairement, il y a aussi des tensions avec les locataires qui commencent à émerger. On le verra juste par la suite. Clairement, là, on est dans la galère pour les propriétaires bailleurs de logements G. Et vous êtes en première ligne. Je pense que vous le ressentez vraiment au quotidien. Et par rapport à vous, la liste aussi pourrait être très longue. On l'a résumé en 3 points. N'hésitez pas à partager si vous avez aussi des remarques. Le risque d'avoir des passoires, en fait, c'est de la perte de chiffre d'affaires net sur vos portefeuilles. Ça représente environ 15% du portefeuille global, les passoires énergétiques. Donc ça veut dire qu'à terme, d'ici 10 ans, on perdrait 15% du chiffre d'affaires. On aurait plutôt tendance à vouloir l'inverse, d'en gagner 15% pour être dans une bonne dynamique, plutôt que se dire qu'il y a un risque là-dessus. C'est aussi des solutions à trouver pour vos propriétaires. Il en existe pléthore, on les verra par la suite. C'est la bonne solution, bon propriétaire au bon moment. C'est pas évident de jongler entre tout ce qui peut être proposé, entre tous les acteurs, les nouveaux acteurs, les anciens acteurs. Il existe mille et une choses à faire. Vous le faites d'ailleurs aussi, la rénovation énergétique, dans votre quotidien, et vous le faites bien. Mais il y a clairement plein de solutions à aborder, et ça, c'est un peu confusant, je pense. Et ensuite, on le voit, on commence à le constater, c'est des tensions avec les locataires. C'est vous qui êtes en relation directement en tant que gestionnaire avec les locataires. Et avec certains de nos clients, partenaires, ils ont reçu des courriers avec accusé de réception du locataire exigeant des nouveaux DPE. Ils étaient en DPE ancienne version avant 2021, DG, exigeant des travaux et se posant des questions réellement sur OK, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je suis dans un G. Donc techniquement interdire la location. Et j'y viens du coup, et maintenant, que fait-on clairement pour rénover? Il y a les différentes options, encourager à vendre, ne rien faire ou agir. Je crois que Théo, tu voulais éventuellement intervenir à ce moment-là. Non, pas spécialement. Juste indiquer que si des personnes avaient des questions par rapport au constat que tu viens d'exposer, n'hésitez pas à nous interrompre ou à lever la main si vous voulez qu'on vous ouvre le micro. Ok, Et bon, je pense que tu peux poursuivre. On t'alertera ok. s'il y a des questions, Stéphane. Ok. N'hésitez vraiment pas à intervenir, à poser vos questions, hein. Donc, par rapport à qu'est-ce qu'on fait? Donc là, clairement, on est sur le constat que, oui, une passoire énergétique, c'est une galère. On est très loin de la mine d'or pour le locataire, pour le propriétaire et pour vous. Et donc, du coup, les 3 options qui s'offrent, c'est je ne fais rien. Je pense que c'est pas vraiment une option de dire je ne fais rien parce qu'on va se retrouver avec un logement qui est interdit à location, aucun locataire, aucun revenu et une dégradation qui va arriver très vite. Donc, on n'a pas exploré cette option, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, il reste les 2 dernières options. C'est encourager à vendre. Ça peut être intéressant dans certains cas parce que ça permet de faire de la transaction immobilière. Ça peut nous permettre de revendre que le propriétaire vende et rachète un bien. Donc sur vos agences, vous avez aussi de la transac, donc ça peut être éventuellement intéressant, ou agir pour la rénovation énergétique. On va commencer par rapport à vendre sur la première option. Il y a une étude qui est très intéressante, qui est publiée depuis une dizaine d'années par les notaires. Donc tous les notaires de France consolident des données sur les transactions immobilières et reprennent les DPE, les notes des DPE notamment, et ils classent par région, par appartement ou par maison
l'ensemble des logements et ils regardent la valeur verte. Donc, est-ce qu'un logement économe en énergie se vend plus cher qu'un autre type de bien surface comparable ou est-ce qu'il se vend moins cher pour une mauvaise étiquette? Donc, en fait, ils ont fait tout par rapport à un D. D, c'est la médiane, c'est là où il n'y a aucune contrainte. Tout ce qui est ABC, c'est plus performant. Tout ce qui est EFG, ce qui est moins performant. C'est pour ça que vous ne verrez pas dans la valeur verte des notaires l'étiquette D, parce que c'est tout simplement la référence. On vous enverra la présentation et vous aurez le lien de l'étude à l'intérieur. Tous les ans, c'est publié, c'est super intéressant. Ce qu'on constate depuis une dizaine d'années, c'est que la valeur verte, oui, la valeur verte existe, donc des biens économes et confortables. Elle évolue progressivement, il n'y a pas d'augmentation massive de cette valeur. Par contre, on a une diminution massive, clairement, sur les logements qui sont classés EFG. Là, sur l'ensemble de la France, les EFG, ils se vendent actuellement 11% moins cher qu'un logement classé D. Donc, d'office, une passoire énergétique, c'est 11% en moyenne. Bien évidemment, ça dépend des secteurs, ça dépend des grandes villes, des zones tendues, pas tendues. Ça dépend aussi des régions, mais c'est assez intéressant comme chiffre. On a fait un petit zoom, on s'est amusé à prendre des prix marché d'un appartement T2, 35 mètres carrés, et de regarder ce que ça faisait en décote sur un appartement à Paris, à Bordeaux et à Lyon. Et bien en appliquant ces chiffres, donc là on est parti sur un G, donc un écart entre un D et un G, on observe sur Paris 30 000 euros d'écart. D'office, 2 appartements qui pourraient être loués pour de la location et de l'investissement. Un prix de différence, 30 000 euros. Les prix constatés par les notaires sur des milliers, des dizaines de milliers de ventes. Sur Bordeaux, on a des écarts qui sont de l'ordre de 27 000 euros. Plus resserré en termes de prix, donc on est sur 27 000. Par contre, en pourcentage, c'est plus élevé. Bon, le prix du marché est 2 fois moindre à Bordeaux, donc c'est pour ça qu'il y a le double en pourcentage et quasiment le même montant en euros. Et sur Lyon, on est sur 20 000 euros, à peu près 21 000 euros d'écart. Donc ça, c'est un premier élément à donner à un propriétaire qui dit, OK, moi j'ai un logement classé G, je veux m'en débarrasser, je vends. OK, très bien. Par contre, sachez que vous aurez une décote par la suite qui est en plus mesurée. On a poussé l'exercice un peu pour s'amuser sur un appartement type T3 et sur les négociations. Il y a clairement des boîtes qui se montent dès maintenant et qui font de l'achat-revente d'appartements pour faire de l'investissement derrière. Et le système de négociation est le suivant. On part d'un appartement qui vaut 180 000 euros, en tout cas c'est ce qu'il en demanderait par rapport au marché sur un logement D, et on le met en vente. Bah, le mettre en vente et on sait qu'il est G, très bien. Donc, il y a des travaux à faire. Donc, on va partir pour au moins 3 mois de travaux. Dès l'instant où on va acheter l'appartement, entre je signe les devis, les entreprises sont disponibles, les travaux commencent et les travaux sont finis, on a déjà perdu 2 400 euros de revenus sur cet appartement-là, sur un loyer à 800 euros. On rajoute le montant des travaux, environ 30 000 euros. Sur un G sur un T3, c'est raisonnable, c'est à peu près, le montant. Et ben, les propositions sont plutôt dans les 147 000, 148 000. Enfin, en tout cas, un acheteur avisé, investisseur, se positionnerait dans ce sens-là. Sachant qu'on a été plutôt raisonnable dans l'approche et l'estimation. Tout acheteur qui achète un appartement et qui a des grands travaux à faire va prendre un peu plus large que 30 000 euros. Donc, en fait, la négociation sera un peu plus sévère. Conséquence de tout ça, au-delà de l'argent, donc on en a parlé de la négociation qui sera un peu plus tendue, mais il faut aussi se rendre compte qu'un appartement qui est classé G, qui dit travaux, qui dit demande de devis, validation par les banques et ainsi de suite, donc mécaniquement, on se rend compte que la vente est plus longue. Il y a des stats qu'on n'a pas affichées ici qui existent. Je crois qu'on est sur une quinzaine de jours de plus pour les ventes. Bon, c'est pas des grands écarts pour l'instant. Les statistiques sont sur 2024. Donc on verra ce que ça va donner sur 2025. Néanmoins, ce type de bien demandant des travaux, délai prolongé. Et il y a un autre aspect qui est vraiment lié au délai, c'est le resserrement de la cible d'acheteurs. Ce que constatent les agences immobilières, et vous pouvez partager aussi si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous partager, on prendrait avec grand plaisir, c'est que les biens qui étaient avant à la location, qui étaient des investissements locatifs, partent à la vente pour des propriétaires occupants.
En fait, c'est une aubaine d'avoir des appartements classés G pour des propriétaires occupants parce que la négociation peut avoir lieu. Les aides pour la rénovation énergétique sont très importantes aussi en tant que propriétaire occupant. Et donc, en fait, c'est jackpot pour eux. Et donc, du coup, on n'est plus sur un public uniquement investisseur, mais on est sur un public propriétaire occupant. Donc, c'est pas du tout la même cible pour des biens qui restaient généralement dans des publics investisseurs. Et donc, du coup, ça, encore une fois, ça rallonge les délais de vente. Je pense qu'on aura des stats qui seront bien plus intéressantes fin 2025 et début 2026, où on pourra voir l'ensemble de ces données-là et les durées de vente. Théo, je te passe la main pour la suite sur le agir maintenant. Après les constats qu'a exposé Stéphane, bien évidemment, il existe quand même des solutions pour vous aider à appréhender ces interdictions de location et du coup pour rénover les logements. Différentes approches possibles qui ont toutes des avantages et des inconvénients et surtout qui ont tous un degré d'accompagnement plus ou moins poussé. On va les étudier une par une. Enfin, on va faire un petit zoom sur chacune d'entre elles et exposer un petit peu les points positifs et les points négatifs de ces différentes approches. C'est peut-être juste important de préciser qu'on ne vous présente pas nos solutions ou nos offres vraiment internes. On expose un petit peu ce qui se fait sur le marché en règle générale. Si toutefois vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos solutions, Tristan et Charlie vous proposeront de prendre rendez-vous avec Xavier ensuite via un lien pour qu'on puisse vous exposer plus précisément quelles sont nos solutions à titre personnel qu'on propose. On va démarrer sur la première et en fait on va aller dans un dégradé un petit peu de la solution la moins qui propose le moins d'accompagnement à celle qui en propose le plus. On a donc la possibilité de réaliser des travaux sans réaliser d'études énergétiques préalables. Dans ces cas-là, on s'appuie ou le client, la plupart du temps, va s'appuyer sur les compétences existantes chez les gestionnaires. Vous avez l'habitude d'engager des travaux dans les logements que vous gérez. Pas toujours des travaux avec une approche thermique, mais c'est quand même des choses sur lesquelles vous êtes formé et habitué. C'est effectivement une solution qui est très rapide à mettre en œuvre, puisqu'on a toujours des délais avant d'engager une étude, quelle qu'elle soit. Ensuite, quelques allers-retours qui sont générés sur les devis. En revanche, il y a d'autres aspects négatifs, c'est que du coup, on n'a aucune étiquette projetée des travaux qu'on souhaite engager. Ça veut dire qu'en gros, on s'engage à réaliser des travaux sans en mesurer l'impact sur l'étiquette du DPE. Donc, ça reste quand même un petit peu risqué. Il y a d'autres risques, notamment de créer des désordres sur le long terme. Nous, en tant que thermiciens, on en parle souvent. En plus, on a l'habitude et la plupart des logements mal classés énergétiquement sont souvent des bâtis anciens. Il y a du coup un risque quand même de générer ou de créer des pathologies si on n'appréhende pas correctement les typologies constructives du logement. Très concrètement, il faut quand même que les isolants qui sont mis en place soient compatibles avec le bâti existant pour pas générer de pathologie. Donc voilà, une approche rapide à mettre en œuvre, plutôt efficace en termes de délai et pas de surcoût lié aux études. En revanche, quand même des risques sur la performance après travaux et sur la potentielle création de pathologies qui peuvent avoir des conséquences assez importantes quand même en immeuble. On a ensuite une autre approche possible à laquelle vous avez eu certainement déjà recours. On a constaté, nous, que c'était un des outils principaux pour engager des travaux de rénovation énergétique. C'est s'appuyer finalement sur les préconisations du DPE et du coup, on appelle ça en général dans le jargon un DPE projeté. Donc c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une première base sur laquelle on peut s'appuyer. On a tous l'habitude de voir un petit peu après l'état des lieux des solutions qui sont affichées dans le DPE et du coup on peut constater l'étiquette projetée en appliquant ces solutions. Donc ça a le mérite quand même de pas s'engager dans l'inconnu et de savoir un petit peu à quoi s'attendre d'un point de vue performance après travaux. En revanche, les solutions qui sont présentées dans le DPE
sont rarement réalistes et rarement adaptés à la typologie, encore une fois, pas constructive, mais là, à la typologie du logement. C'est-à-dire que quand on est en copropriété, ça va être compliqué d'installer certains systèmes et on a tous déjà constaté dans les recommandations du DPE des propositions sur des installations solaires ou des pompes à chaleur, enfin du coup des recommandations complètement farfelues ou pas du tout adaptées ou qui n'ont pas été étudiées en termes de faisabilité technique. Donc finalement, des précaux qui peuvent parfois être difficiles à mettre en œuvre, des montants de ces préconisations qui sont sur des fourchettes très larges et peu réalistes et qui vont notamment pas prendre en compte le coût des travaux induits, qui est un coût non négligeable dans un projet de rénovation énergétique. Et puis, encore une fois, on a souvent l'habitude de le répéter, mais finalement, les personnes qui réalisent les diagnostics immobiliers, donc le DPE et le DPE projeté, sont pas les mêmes entités qui vont réaliser des audits ou des études un peu plus poussées quand même. C'est pas les mêmes qualifications, c'est pas les mêmes outils. Finalement, le DPE n'est pas prévu en principe pour la réalisation de travaux et dans la façon dont sont développés les logiciels, on a aussi rarement la possibilité d'affiner les préconisations et on va être sur quelque chose d'assez standardisé, que ce soit en termes de caractéristiques techniques ou en termes de solutions proposées dans le DPE. Donc c'est un outil, ça peut être utile pour du monogeste ou pour des actions relativement simples à mettre en œuvre. Maintenant, c'est pas celui qui permettra d'avoir un état des lieux le plus représentatif des travaux à réaliser et c'est pas celui qui étudiera au mieux les contraintes techniques pour la mise en application de ces préconisations. On a une autre solution dont on entend beaucoup parler, c'est l'accompagnateur Rénov. Finalement, c'est un accompagnement qu'on est obligé de déclencher si on souhaite mobiliser les aides MaPrimeRénov'. Donc petit aparté sur les aides MaPrimeRénov' qui n'ont jamais été aussi importantes que depuis l'année 2024. Ça veut dire que quand on est sur un projet de rénovation d'ampleur, on a le droit à des pourcentages, peu importe les catégories de revenus, on a le droit à une prise en charge du montant des travaux qui est relativement élevée. Et pour avoir recours à ce type d'aide, on est obligé d'avoir un accompagnateur Rénov'. L'accompagnateur Rénov' va proposer finalement un accompagnement sur tout l'ensemble du dossier, donc jusqu'à l'identification des travaux et à l'accompagnement des dépôts. En revanche, il y a quelques trous dans la raquette quand même, puisque l'accompagnateur Rénov', il a une fonction, vraiment, il a une casquette service public. Et du coup, il va faire très peu d'accompagnement post-audit, donc post-identification des travaux, et il ne vous orientera pas directement vers des entreprises. Il doit garder une parfaite neutralité, donc c'est bien pour l'aspect neutralité, c'est un petit peu moins bien pour l'aspect recherche des entreprises, où là, on a souvent besoin d'être accompagné aussi pour faire le lien entre les préconisations et pour être certain qu'on va s'engager avec des entreprises de confiance. On a d'autres points négatifs sur ce type d'accompagnement, c'est qu'en fait, on est sur un coût d'entrée important, puisque en fait, dès le démarrage, on est engagé sur le parcours dans son ensemble. Ça veut dire que l'accompagnateur Rénov' va vous faire signer un contrat et va vous engager jusqu'à la valorisation des aides avant même de savoir ce que vous souhaiteriez réaliser dans votre logement. Donc, pour quelqu'un qui a déjà une idée très précise et qui sait qu'il va vouloir réaliser des travaux de rénovation d'ampleur, c'est pas mal. Enfin, ça répond aux besoins. Pour quelqu'un qui se pose d'abord des questions sur l'approche et qui est encore en réflexion sur est-ce que je fais une approche plutôt étiquette par étiquette ou une rénovation d'ampleur en une seule fois, en fait, il va être engagé sur un parcours complet qui est relativement long en plus et un petit peu fastidieux dans les dépôts des pièces qui sont demandées. Et du coup, il sera engagé vers un parcours complet avant même d'avoir une idée des montants qu'il pourrait mobiliser par rapport à un projet de travaux qui aurait été défini. On parle je t'interromps 2 secondes, on Bien parle sûr. environ de 3 000 €, c'est les coûts moyens, d'un mon accompagnateur rénov' en coût d'entrée. Donc comme disait Théo, c'est-à-dire qu'on n'a même pas visité l'appartement, on ne sait pas du tout ce qu'il y a à faire. Le propriétaire n'a même pas une idée de budget, est-ce que c'est 5 000 ou 30 000 € et le premier acompte est de 3 000 € tout de suite pour une démarche qui sera forcément assez lourde et dans certains cas,
on construit des projets, fait les mon accompagnateur rénov construisent des projets qui ne vont pas jusqu'au bout parce qu'en fait, pour débloquer les aides, il faut y dépenser 30 000 euros et le propriétaire bailleur n'a pas forcément ces 30 000 euros, donc il réduit la voilure et qui dit réduire la voilure égale, j'atteins pas les sauts d'étiquette qui permettent de débloquer tous les financements et finalement il a payé 3 000 euros pour pas tout le service parce que tout le service n'est pas mobilisé. Ouais, exactement, hein. Du coup, un service, relativement cher, et qui nous engage, sur, un parcours dans son ensemble. Hem, je pense qu'on peut poursuivre. Et enfin, il y a une autre solution, c'est du coup mobiliser, la réalisation d'un audit énergétique indépendamment d'un accompagnateur rénov', hein. L'accompagnateur rénov', engagera ce type de prestation. Il va pas forcément rentrer trop dans le détail, mais c'est aussi en fait, ça peut être une brique de l'accompagnement, de l'accompagnateur rénov'. Très concrètement, ça veut dire qu'on peut très bien réaliser un audit énergétique et ensuite avoir recours à un accompagnateur rénov' une fois qu'on a eu la réponse à nos questions. L'audit énergétique, pour le coup, j'en parlais tout à l'heure, il est réalisé par des professionnels qui sont qualifiés RGE. Donc là, on fait plus appel aux diagnostiqueurs immobiliers, mais plutôt aux bureaux d'études avec des certifications de type OPQ-EBI ou Calibat. Donc on est sur un degré de contrôle et des compétences qui sont quand même bien plus renforcées et en adéquation avec les enjeux de la rénovation énergétique. L'audit énergétique, il va avoir le mérite de laisser la possibilité d'engager un projet sur mesure. Ça veut dire qu'il a des scénarios standards qui sont proposés, deux scénarios en général qui réglementairement nous poussent à atteindre les étiquettes BBC. En revanche, après la restitution et pendant la restitution, il peut bien sûr y avoir un scénario personnalisé qui est établi et qui permettra de répondre vraiment aux besoins du propriétaire. Le contenu du rapport d'audit est assez complet, hein, puisque vous allez être informé via ce type de produit des aides mobilisables. Ça veut dire qu'il y a un calcul des aides qui est fait en fonction du scénario de travaux retenu. Pareil, dans les préconisations qui sont appliquées et dans les coûts qui sont associés à ces préconisations, on peut aller beaucoup plus dans la finesse et donc prendre en compte les travaux induits, par exemple, le décalage des prises qui serait induit de l'isolation d'un mur. On peut personnaliser ces montants, on peut aller aussi plus loin dans les libellés de ces préconisations pour vraiment expliquer ce qu'on va mettre en œuvre, sur quelle épaisseur, les pertes de surface associées. On est quand même sur une solution qui permet vraiment d'élaborer de manière très fine son projet avant d'engager quoi que ce soit. Il y a une vraie indépendance vis-à-vis des entreprises de travaux dans les préconisations qui sont faites. L'auditeur garde une parfaite neutralité entre les solutions qu'il va proposer et ensuite la mise en application de ces solutions. Les audits énergétiques sont pas là pour faire gonfler le prix des travaux, mais bien pour vous présenter une solution sur mesure avec une étiquette projetée et avec toutes les estimations les plus fines possibles pour que l'audit se rapproche le plus possible de la réalité et que vous sachiez à quoi vous attendre en phase de vie ensuite. On a une question de Laurence qui demande si le coût de mon accompagnateur rénov', parce que du coup, il y a une grosse différence entre les deux, entre l'audit énergétique et mon accompagnateur rénov'. Dans mon accompagnateur rénov', il y a bien un audit énergétique. Et donc, finalement, la question argent rentre en considération. Dans mon accompagnateur rénov', oui, il y a des aides qui existent pour financer mon accompagnateur rénov'. Ça va de 100% à 20% suivant la typologie de clients, en tout cas leur niveau de revenus. Il y a un plafond à 2 000 euros. Si on est à 100%, clairement, vos clients, ils sont plutôt dans la tranche haute des revenus. Donc, on est plutôt à 20%. Et donc, ça représente environ 600 euros d'aide pour mon accompagnateur rénov'. Donc, sur un 3 000 euros, on tombe plutôt à 2 400 euros net, sachant qu'il faut atteindre les étiquettes rénovation globale pour que ça fonctionne. Si je dis pas de bêtises, Théo. Il faut faire un saut de classe de 2 classes minimum, d'un saut de 2 classes énergétiques minimum. Il y a une autre contrainte, je dirais, sur ce type d'accompagnement, c'est que les aides vont être obtenues en fin
de travaux. Et donc, ça ne permet pas de répondre aux besoins immédiats de financer l'accompagnateur Rénov. En revanche, je le reprécise, hein, mais je l'ai dit en introduction et en présentant la solution de l'audit énergétique, l'accompagnateur Rénov peut repartir d'un audit énergétique qui a déjà été réalisé, se doit même de repartir de l'audit énergétique qui a déjà été réalisé le cas échéant. Et donc, il a la possibilité, ils ne le font pas tous, mais en principe, il doit du coup valoriser ce qui a déjà été fait et le déduire de sa prestation. Donc, quand je disais que l'un n'empêche pas l'autre, ça veut dire qu'on peut très bien d'abord partir sur la réalisation d'un audit énergétique qui est sur un coût mesuré par rapport à l'accompagnateur Rénov dans son ensemble, élaborer son programme de travaux avec l'auditeur, peaufiner son programme, demander les devis et ensuite engager finalement l'accompagnateur Rénov sur la base de l'audit et des devis qui ont déjà été réalisés. Et du coup, l'accompagnateur Rénov interviendra plus que de manière réglementaire. Parce qu'il y a bien des aides qui ont été identifiées en amont. Et clairement, c'est un peu le choix qu'on a fait chez Casbah. Alors, nous, on fait, oui, des DPE projetés pour certains besoins clients qui veulent changer leur fenêtre et voir ce que ça fait sur leur étiquette DPE. Mais quand on est sur des constructions de projets, on a fait le choix de pas forcément sortir l'artillerie lourde tout de suite avec mon accompagnateur Rénov, mais d'y aller par étapes. Donc, la première étape, selon nous, là, c'est commencer par un audit énergétique, on qualifie le besoin, on fait un projet sur mesure. OK, il y a énormément d'aides à aller chercher. Très bien, on mobilise l'accompagnateur Rénov dans un second temps pour aller chercher ces aides-là. Et on a encore une question du coup sur le chat qui est quand on fait un audit indépendant, on fait comment ensuite pour aller chercher les aides? On oriente le client vers qui? Bon, du coup, très concrètement, nous, on a des partenaires vers qui orienter vos clients ensuite pour engager un projet accompagnateur Rénov qui, du coup, prennent bien en compte ce qui a déjà été réalisé et qui ne vont pas refaire 2 fois le travail. Et ça a forcément un impact sur le prix de leur accompagnement. Ça veut dire qu'ils vont vraiment déduire tout ce qui a déjà été réalisé. Et sinon, c'est du coup renvoyer le client vers un accompagnateur Rénov. Si c'est pas via notre biais, c'est via du coup les annuaires RGE qu'on peut retrouver sur France Rénov. On a beaucoup d'accompagnateurs Rénov sur le marché. Ils voudront pas tous repartir de l'audit qui a déjà été réalisé. On a aussi des architectes qui se sont mis sur le marché et qui vont contraindre leur intervention à l'assistance à maîtrise d'ouvrage après. Donc voilà, ils ont un petit peu tous leur fonctionnement. Nous concernant, nos partenaires repartent de ce qui a été fait. Et sinon, plus généralement, l'accompagnateur Rénov va faire une vérification de ce qui a été produit et repartir de ces éléments-là. Et finalement, ce sera juste l'aspect réglementaire sur lequel il interviendra. Donc, en fait, le contrôle de toutes les pièces qui ont été fournies et ensuite la fourniture des pièces nécessaires pour le dépôt du dossier, en ligne. C'est important de préciser que l'accompagnateur Rénov, il n'intervient pas de manière renforcée sur le dépôt des dossiers d'aide, sauf dans le cas des publics modestes et très modestes, où là, il y a vraiment un accompagnement renforcé pour aider les clients à déposer le dossier. Pour les autres catégories de ménages, l'accompagnateur Rénov va fournir les pièces qui sont nécessaires pour faire la demande d'aide. En revanche, sur les interfaces web et la création de son compte et ce qu'il faut sélectionner une fois qu'on est sur le site, là, les clients se retrouvent un petit peu dans la nature. Nous, chez Casbah, on propose aussi d'accompagner les clients dans cette partie-là et dans cette démarche de dépôt d'aide. Voilà un petit peu pour toutes les solutions qui existent. C'est des solutions déjà bien concrètes et du coup, souvent, la première étape avant d'engager ce type de solution, c'est la sensibilisation et engager finalement la discussion auprès des propriétaires bailleurs avant de les orienter vers un produit. Leur expliquer un petit peu de quoi il s'agit réglementairement, quand est-ce que leur logement sera assujetti à une interdiction de location, expliquer un petit peu les solutions existantes comme on vient de le faire et proposer du coup, et orienter le client sur ce qui existe aujourd'hui pour les accompagner dans ces démarches. Nous, on a été lauréat du programme Buy Rénov et du coup, on a des téléopérateurs qui sont là et qui conseillent gratuitement
vos propriétaires bailleurs dans toutes ces démarches. On sait que c'est des sujets qui sont parfois un petit peu irritants à aborder directement auprès de vos propriétaires bailleurs qui ont des biens en gestion chez vous. Et finalement, BuyRénov va permettre un petit peu de déclencher cette attention du propriétaire bailleur et puis d'aborder les sujets qui sont un petit peu douloureux et qu'on n'a pas toujours envie d'aborder et de manière complètement neutre. Nous, on a vraiment une casquette service public quand on est dans le cadre du programme BuyRénov et on a des conseillers qui sont très très bien formés, même peut-être mieux formés que les conseillers MaPrimeRénov et qui sont vraiment là pour répondre à toutes les questions de vos propriétaires bailleurs, toutes les questions qui sont liées à la réglementation, aux types de travaux qui peuvent être mis en œuvre, pardon, et aux accompagnements comme MaPrimeRénov CoPro, les monogestes, et voilà, enfin, et les accompagnements, les financements, les aides à la rénovation énergétique existantes. Il y a un petit bilan qui sera établi pour comment dire, synthétiser les échanges qu'il y aura eu avec le propriétaire. Et ça a le mérite du coup d'engager la discussion et de savoir un petit peu où en est le propriétaire bailleur face à ça. Donc en gros, si vous avez vraiment un client qui se pose des questions et qui n'arrive pas à y voir clair et que vous n'arrivez pas forcément à le convaincre dans une direction, n'hésitez pas à communiquer ce numéro. Vous tomberez sur des téléconseillers qui qualifieront vraiment bien le besoin de votre client et qui pourront le diriger vers le bon service, que ce soit un Mon Accompagnateur Rénov, un France Rénov ou les différents autres produits existants. Hop. On a récupéré un peu dans l'ensemble des projets. On est allé chercher des dossiers qu'on avait pu traiter pour mettre un peu en musique ce qu'on vient de se dire en termes de solutions. On a un dossier qui nous est arrivé une fois sur Paris avec un projet initial qui était simplement un remplacement de fenêtre avec un DPE qui était classé F et on nous avait demandé de simuler ce que ça allait faire. Bah, en fait, en dépensant 7000 euros d'un F, bah, on restait sur un F. Donc, bien que des honoraires étaient générés, ce qui était intéressant pour l'administrateur, euh, pour le propriétaire, c'était pas suffisant. Donc du coup, on a enclenché une deuxième phase avec une phase étude avec des audits énergétiques, enfin un audit énergétique, pardon, et un accompagnement travaux. Et donc là, on a réellement poussé le projet beaucoup plus loin. On a fait une visite sur place, on a regardé tout ce qu'on pouvait faire comme travaux. Et en rajoutant 6 000 euros de travaux, on a pu débloquer des aides et le reste à charge, au final, pour le propriétaire, était relativement faible. Par rapport au projet initial, pardon, c'était seulement 800 euros de plus, on était sur 7800 euros, mais on a eu clairement une évolution importante de l'étiquette, une amélioration de l'étiquette énergétique. Et là, en fait, on a sorti le caillou de la chaussure du propriétaire. Il a fait ses travaux, il a rajouté 800 euros, et puis il était sur un D, et maintenant il est tranquille pour louer, avec une facture énergétique pour le locataire qui est aussi améliorée. Et donc, c'était vraiment tout bénef pour tout le monde. C'était simplement un exemple pour illustrer un peu les articulations qu'il peut y avoir. Euh, on va continuer rapidement sur le côté mine d'or. Alors, c'est un peu brutal, envoyé comme ça, excusez-nous. Sur le plus de 136 000 euros en 8 ans, on a fait une étude avec un gestionnaire de patrimoine, Kevin, sur Lyon, et on a pris un dossier qu'on a réalisé d'une monopropriété. C'était pas sur un appartement, c'était bien sûr un immeuble en entier. Et on a fait une étude complète en mobilisant des agents immobiliers pour estimer le bien. Donc, l'immeuble a été estimé. On était sur un immeuble de 15 lots, si je dis pas de bêtises, 2 millions 100 valeur initiale, avec des recettes annuelles brutes de 115 000 euros. On a construit un projet de 330 000 euros pour une rénovation énergétique globale, avec 70 000 euros d'aide. Là-dedans, il y a des certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, il y a MaPrimeRénov, mais il y a aussi des aides de la métropole dans certains coins des métropoles, des communes, des régions financent. Donc, on a regardé un peu tout ce qui était mobilisable. Et ensuite, il a fait une analyse clairement financière de la situation du propriétaire avec ses niveaux de revenus. Clairement, on était sur la tranche très haute d'imposition, à 56% d'ailleurs, de taux d'imposition, et il a mesuré la valeur créée par la rénovation énergétique sur cet immeuble-là. Donc, en gros, on leur demandait d'investir 330 000 euros en année zéro, et qu'est-ce que ça donne sur 8 ans? Eh bien, sur 8 ans, on a
une valorisation d'ensemble de l'immeuble de plus 300 000 euros. Donc quasiment, ils récupèrent l'investissement initial juste en valeur immobilière. On a une hausse des loyers bruts annuels de 15 000 euros sur l'ensemble de l'immeuble, ce qui est assez important. Et il y a une économie d'impôts de 110 000 euros. C'est colossal. Donc finalement, en mettant tout bout à bout et en étalant ça sur 8 ans, ce qui était l'analyse financière, euh, la projection financière qui était raisonnable dans son analyse, on a généré 236 000 euros de résultats bruts, enfin nets, pardon, pour les propriétaires. Donc clairement, pour un propriétaire d'un immeuble, la rénovation énergétique, sur ce cas-là, c'était vraiment mine d'or, en fait. Et donc, du coup, une vraie création de richesse. Et ça, c'est une création de richesse pour le propriétaire, pour le gestionnaire, mais aussi pour les locataires. Encore une fois, tout le monde en bénéficie. En parlant d'aide, parce que là, on a indiqué un chiffre de 70 000 euros, euh, on entend souvent dire que les propriétaires bailleurs n'ont pas le droit aux aides parce qu'ils sont trop riches. C'est complètement faux. Les téléconseillers de Bayer Rénov le répètent tous les jours des dizaines de fois. Un propriétaire bailleur, il a le droit, alors suivant effectivement comment il est ce que c'est une SCI, est-ce que c'est une société ou est-ce que c'est un propriétaire en propre, à ma prime rénov. Les montants sont assez importants. On parle de 40% d'aide pour les publics les plus aisés, donc des gens qui ont des très hauts revenus, jusqu'à 90%. 90%, c'est très rare, en tout cas sur le type de propriétaire qu'on accompagne. On est sur la tranche haute, donc c'est 40%, et ça représente 40 000 euros d'aide, enfin, jusqu'à 40 000 euros d'aide. C'est vraiment des leviers importants à mobiliser. C'est des droits, donc clairement, c'est leurs impôts aussi qui payent ma prime rénov et qui est redistribuée. Donc, ils ont le droit de mobiliser ces aides-là. Et donc autant en profiter, d'autant plus que ma prime rénov, ça finance des travaux de rénovation énergétique, oui, mais dans les travaux de rénovation énergétique, il y a aussi les travaux induits, c'est-à-dire les mises en peinture, les reprises de parquet ou ce genre de choses. Quand on isole un mur, il y a des conséquences sur les travaux, et donc ce 40% impacte aussi ces travaux induits. Et donc des fois, quand il s'agit de faire un coup de peinture, une remise en peinture avant une location, bah, des fois faire de la rénovation énergétique, c'est le bon moment parce que du coup on bénéficie d'aide. Il y a l'éco-prêt à taux zéro aussi, quand on voit les taux de financement qui sont entre 6 et 8% pour des prêts travaux, bah, c'est plutôt intéressant d'avoir un financement à taux zéro. Là encore, c'est un droit, toutes les banques le proposent. Nous, on redirige vers des banques qui sont plus ou moins enclin à ce type de financement, mais c'est un levier aussi. Et après, il y a les fameux certificats d'économie d'énergie. On a repris un exemple de monopropriété, une monopropriétaire sur une mono de 1500 mètres carrés, où il y a la fameuse barre TH 177, qui est un mot barbare, mais qui peut rapporter beaucoup. Clairement, les monopropriétaires ont droit à peu d'aide, ou en tout cas, les montants sont assez importants. On a vu tout à l'heure, c'était 330 000 euros sur une monopropriété. Et ma prime rénov est bloquée à 40 000, donc on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Par contre, les certificats d'économie d'énergie peuvent, eux, générer beaucoup plus. Et on a des partenaires, notamment Synergiac, qui sont experts dans ce type de montage-là. Et nous, quand on fait nos études thermiques, on va les solliciter en leur disant, OK, j'ai ce bâtiment, j'ai tel ou tel choix technique. Est-ce que tu penses que des fois, en jouant sur la chaufferie, est-ce qu'en jouant sur les ENR, en jouant sur le calorifugage, ça peut booster ces primes C2E. Et voilà, donc c'est des montants qui sont intéressants. Il faut vraiment les pousser auprès de vos propriétaires et arriver à déconstruire ça. C'est aussi gage de pérennité sur les actifs, parce que finalement, les gens ne vendent plus, disent, OK, je peux bénéficier, c'est pas si cher que ça. C'est un vrai levier d'action. Juste si tu peux y revenir 2 secondes, Stéphane, c'est un vrai levier d'action, hein, ces types d'aides. Et comme le disait Stéphane, c'est vrai que c'est bien à mettre en avant. C'est important de préciser qu'il y a vraiment un prérequis pour l'obtention de ces 3 types d'aides qui sont présentés. Et c'est systématiquement le recours à l'audit énergétique est obligatoire pour mobiliser ce type d'aide, qu'on soit sur ma prime rénov, l'éco-PTZ ou les certificats d'économie d'énergie. Dès qu'on parle de rénovation d'ampleur et qu'on veut aller chercher à engager les plus gros montants, l'audit énergétique est obligatoire. Et juste un petit plus sur l'éco-PTZ enfin, on a encore beaucoup de clients qui font l'impasse sur les aides à la rénovation énergétique, notamment ma prime rénov,
parce que fastidieux et relativement long à mettre en œuvre. Les C2E sont beaucoup plus réactifs et plus performants sur ce sujet-là. En revanche, l'éco-prêt à taux zéro, là, c'est un vrai argument. Il y a parfois quelques difficultés à le mettre en œuvre vis-à-vis de la banque, mais comme le disait Stéphane, nous, on a les formulaires et voilà, quand on arrive avec un dossier déjà bien ficelé, la banque n'est pas en mesure de le refuser hein, puisque c'est obligatoire. Et ça, par contre, c'est un levier qui est très rapide, qui est aussi rapide qu'un autre type de prêt à actionner et qui est une vraie, ça ouvre des vraies possibilités pour la réalisation des travaux. Et simplement sur les montants mobilisables, là, on est sur 30 000 euros si on est sur du raisonnement en monogeste, et ça peut aller jusqu'à 50 000 euros hein, sur 20 ans pour des projets un peu plus ambitieux. Merci Stéphane. En termes de, je reviens aussi sur l'audit énergétique et les monopropriétés. Alors, les certificats d'économie d'énergie sont, comme disait Théo, conditionnés à la réalisation d'un audit énergétique et un palier qui est de 35% d'économie sur l'immeuble. Tout ce que je voulais dire, c'est que nous, on en propose bien évidemment des audits sur ce type de bâtiment collectif, mais si vous travaillez avec d'autres bureaux d'études, faites vraiment attention aux qualifications qui sont obtenues par ces sociétés-là. Nous, on intervient souvent sur du rattrapage de dossiers avec la valorisation des C2E où le dossier, on arrive en bout de chaîne, les devis sont prêts, tout est prêt, les entreprises sont prêtes à intervenir. Et en fait, l'organisme qui débloque les certificats d'économie d'énergie fait un contrôle de conformité sur les sociétés. Et malheureusement, la société n'est pas conforme, l'audit n'est pas conforme. Et donc, du coup, fin du dossier et on intervient un peu en pompier sur ce type de dossier-là. Euh, il y a aujourd'hui, on est le 20 mars, il y a comment on appelle ça, une proposition de loi qui a été proposée au Sénat aussi par rapport au logement classé G, parce que la loi climat et résilience écrite en 2021 et votée en 2021 est un peu floue sur certains contours, notamment est-ce que c'est au renouvellement du bail, est-ce que l'interdiction de louer intervient au renouvellement du bail, est-ce qu'un locataire actuellement dans un logement G qui n'est plus décent techniquement, donc du coup interdit la location dès maintenant. Euh, donc cette proposition de loi vise à répondre à ces différentes questions. Je pense qu'ils ont déjà commencé à le faire, parce que si vous allez voir sur les sites du gouvernement, ils ont déjà pris un peu les devants, donc ça devrait être validé. Il y a aussi des, des portes de sortie pour les propriétaires bailleurs en logement collectif, donc qui ont des appartements, au niveau de la copro. C'est-à-dire qu'il y a des dérogations, on peut remettre en location des logements G si la copro a voté des contrats de maîtrise d'œuvre et qu'il y a un audit énergétique qui a été réalisé sur la copropriété. Donc il y a quelques petits tips qui permettent de contourner cette interdiction de louer. Donc aujourd'hui, normalement, la proposition de loi est proposée au Sénat. On espère que ça passera. Après, ça doit passer en Assemblée nationale. Mais encore une fois, tout tend vers une uniformisation des supports autour de l'audit qui est un peu le référentiel, et le DPE, malgré tout, et c'est la base de toute réflexion. En tout cas, c'est le point de départ. Par contre, il est un peu remis en question et il sera aussi très certainement étudié aujourd'hui par le Sénat pour ajouter le confort d'été. Bon, bref, je m'écarte peut-être un peu, mais c'était simplement pour vous dire que les solutions sont souvent conditionnées à ça. En fait, on a fini notre séminaire. On a encore 5 minutes 5-10 minutes pour prendre vos questions si vous les avez. Clairement, nous, le thème c'était mine d'or ou galère. Quand la première partie était vraiment tournée galère, oui, c'est une galère, on en a conscience. C'est aussi des galères des fois pour nous sur certains dossiers. Mais clairement, quand on arrive à le prendre dans les temps et de manière raisonnée, étape par étape, on peut vraiment être générateur de valeur pour tout le monde, pour le locataire, pour le propriétaire, pour l'administrateur de biens, pour vous. On utilise aussi des super relations avec des gestionnaires qui ont des vraies galères et nous, en fait, on se fait force de proposition, on est vraiment partenaire, on travaille avec vous et on voit vraiment ça comme une réelle opportunité pour l'avenir. Et les 10 prochaines années, en fait, on va être dedans, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Euh, on n'a pas le choix de rénover ce parc-là. C'est quand même 50% des consommations énergétiques de France, c'est le logement. Ça représente 25% des émissions de gaz à effet de serre. La neutralité carbone, c'est un fait, il faut qu'on y aille. Et donc, en fait, allons-y ensemble sur ces logements-là. Merci Stéphane.
Et sur l'aspect mine d'or, bon, Stéphane nous a prouvé et expliqué que ça, ça pouvait être une source de génération de revenus, mais faut pas hésiter à le voir aussi comme une opportunité. C'est souvent ce qu'on a l'habitude de dire. On est confronté à un logement considéré comme indécent maintenant d'un point de vue réglementaire ou à des logements considérés comme indécents. C'est l'opportunité d'engager des travaux dedans, peut-être pas que énergétiques, hein, on parle souvent que des travaux de rénovation énergétique, mais c'est l'occasion d'embarquer tout type de travaux, aussi des travaux qui étaient nécessaires au bon entretien du logement.